Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. Nous sommes bien évidemment en direct pour Rugby Time, toute l'actualité du rugby avec notre consultant Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Martin. J'espère que tout va bien pour vous après un bon week-end de rugby. C'était le dernier week-end du tournoi Destination. On va l'évoquer dans quelques instants. Et puis juste après, on parlera de Pro D2 avec un match d'ailleurs en ce moment qui oppose Auch à Lyon. Mais revenons tout de suite au tournoi Destination avec donc le triomphe de l'Irlande. L'Irlande qui s'est imposée face à la France 22-20. Alors déjà Martin, je suis plutôt satisfait parce que je crois bien que la semaine dernière, c'était mon favori, non, n'est-ce pas? Je crois que j'avais... Il y a 15 jours, oui, tout à il y a fait. 15 jours, pardon Martin. Effectivement, j'avais pronostiqué la victoire de l'Irlande. Donc ça, je suis plutôt déjà satisfait. Voilà, Mais pour être sérieux, on va dire que finalement, le meilleur a gagné. En tous les cas, l'équipe peut-être la plus complète a gagné. Et c'est vrai que les Irlandais nous avaient fait, depuis le début de cette année, nous avaient fait de belles impressions. Il faut se rappeler quand même, il y a quelques mois de ça, que l'Irlande avait failli quand même battre la Nouvelle-Zélande, et c'était de manière très très cruelle que à la dernière minute, ils s'étaient fait dépasser par ces Blacks. Mais sinon, ces Irlandais avaient failli faire perdre la Nouvelle-Zélande, ce qui aurait été le premier match perdu pour ces Blacks. Oui. Donc c'est vrai qu'Irlande, depuis ce match, a constamment progressé et je trouve est arrivé extrêmement bien préparé dans ce tournoi, a fait des matchs, on va dire quasi parfaits, peut-être juste cette petite défaite sur le sol anglais, mais bon, au global, il y a un vrai travail de fond qui a été mené par Joe Smith, leur entraîneur, et qui paye très très clairement aujourd'hui. L'Irlande, c'est vraiment costaud, quoi. D'abord, c'est costaud devant. Alors, on avait l'habitude de ces Irlandais un peu de tricherie dans les zones de ruck. Je trouve que là, ils sont devenus beaucoup plus, on va dire, disciplinés dans ces zones-là, tout en étant toujours aussi forts. Et puis derrière, ça envoie sérieusement avec en plus un maître à la baguette, Jonathan Sexton, qui a fait vraiment une partie encore contre l'équipe de France jusqu'à son chaos qu'il a obligé à sortir, mais vraiment qui a fait un match extraordinaire en marquant 2 essais, puis surtout en faisant varier le jeu de manière très 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 altruiste. Donc voilà, une équipe d'Irlande qui mérite complètement son succès dans ce tournoi destination, qui se positionne presque comme déjà une des favorites pour la Coupe du Monde, car je suis certain que le travail qui a été enclenché va perdurer et va même se renforcer. Il y a quand même des sacrés joueurs dans cette équipe, et puis des jeunes joueurs qui émergent. Donc une équipe, je trouve, très très riche, très très intéressante, et qui, nul doute, peut rester pendant quelques années à un très très haut niveau. En fait, en tous les cas, je le souhaite pour nos amis irlandais. Tout à fait. Derrière cette équipe d'Irlande, moi je mettrais quand même l'Angleterre et le Pays de Galles relativement proches. Pour les Gallois, ça n'a pas été évident, même si effectivement ils ont perdu, on va dire, leur couronne européenne. Ils avaient gagné le tournoi ces 2 dernières années. Mais pour eux, c'était quand même compliqué pour ces Gallois, car ils ont dû se déplacer en Angleterre et se déplacer en Irlande. Et comme par hasard, ça a été le théâtre de leurs 2 défaites. Mais ces Gallois restent toujours, pour moi, une équipe solide dans l'échiquier européen. Et là aussi, avec des joueurs très très talentueux, elle pourra aussi avoir une carte à jouer, très très intéressante l'an prochain pour la Coupe du Monde. Et puis les Anglais, je l'ai déjà souligné, Martin, cette équipe d'Anglaise qui finalement échoue de très très peu dans la réussite, dans la victoire finale de ce tournoi, puisque finalement c'est à cause des Français et de cette première défaite au Stade de France que les Anglais n'ont pas réussi le grand chelem, d'une part, et deuxièmement, sur l'ensemble des autres matchs, n'ont pas réussi à marquer plus de points que
que leurs ennemis ou amis irlandais. Donc finalement, 3 équipes qui, moi, m'ont fait quand même une très très belle impression sur ce tournoi, qui ont quand même montré de très très belle qualité. Voilà, et qui se positionnent déjà vraiment, véritablement comme certainement peut-être pas, aussi, voilà, comme les prétendants à la victoire finale de la Coupe du Monde l'an prochain. Et avec, parce que l'avantage du terrain, peut-être avec au total, un petit avantage supplémentaire pour les Anglais. Mais tout ça, Martin, ça sera le théâtre de notre discussion de l'an prochain. Après, l'équipe de France. Alors, il y a du mieux sur ce match, c'est clair. C'est vrai qu'on a vu une équipe de France bien plus inspirée, mais de vous à moi, Martin, heureusement, parce que s'ils nous avaient reproduit le même schéma que contre l'Écosse, d'abord, je pense qu'ils en ont pris 50. Et puis, deuxièmement, on pourrait être très, très, très inquiet. Maintenant, de là à être très rassuré, comme j'ai pu le lire un petit peu dans les différents coupures de presse de ce matin, je pense que là, c'est bien français, ça. On est des excessifs. Ça veut dire que autant, oui, on peut être quand même déçu de la prestation globale de l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on espérait vraiment que cette équipe nous produise un jeu bien plus inspiré. C'est pas parce que hier il y a eu du mieux qu'aujourd'hui l'équipe de France est sur une voie royale. Car malgré tout, je trouve qu'il y a encore énormément de travail. Et je pense, Martin, je l'ai déjà souligné il y a 15 jours, mais je le redis, je pense que le retard pris sur ces 3 grosses équipes que j'ai citées précédemment n'arrive pas à se combler en plus d'un an. Je l'espère, mais je ne le pense pas. Donc cette équipe de France, je pense qu'elle a trop perdu de temps et qu'elle aura beaucoup de mal à récupérer le trio, le wagon de tête. Et puis clairement après, il y a 2 équipes qui ont affiché des limites assez effroyables, quoi. C'est l'Italie, que je trouve encore moins bonne que les années précédentes. Et puis l'Écosse. Alors est-ce que le magicien Vern Cotter va réussir en quelques mois à tout transformer et révolutionner? Non, mais en tous les cas, il va apporter un peu plus de créativité à cette pauvre équipe du Chardon, parce que elle nous a vraiment fait de la peine contre les Gallois. Donc voilà, au final, Martin, oui, une victoire tout à fait méritée pour les Irlandais. Moi, en plus, je dirais que de cœur, je suis très très satisfait que l'Irlande ait pu passer devant l'Angleterre, mais qu'on soit clair quand même. 3 équipes qui se détachent, et derrière c'est quand même un petit peu en dessous pour l'équipe de France et très en dessous pour l'équipe d'Écosse et d'Italie. On va rappeler donc les résultats de cette dernière journée. La victoire donc de l'Irlande sur la France 22-20, la victoire de l'Angleterre sur l'Italie 52-11 et la belle victoire du Pays de Galles 51-3 sur l'Écosse, ce qui nous donne au classement, Philippe, hein, vous l'avez dit, l'Irlande, l'Angleterre, le Pays de Galles, la France, l'Écosse 5e avec 2 points et l'Italie 6e, donc sans aucune victoire. L'Italie, donc vous le disiez, la grosse déception de ce tournoi. Oui, et hélas, qui repart avec la peu glorieuse cuillère de bois qui est réservée aux nations qui n'ont pas pu aligner une seule victoire ou un seul match nul pendant le tournoi. Donc effectivement, Martin, je confirme. Je crois que on a lu dans l'interview de Jacques Brunel, l'entraîneur de l'équipe Italie, beaucoup je dirais d'impuissance, de frustration, de déception. Et là, ça va être assez compliqué pour trouver des clés pour cette équipe d'Italie. Eh oui. Bon, on verra ça. Quelque part, Martin, heureusement que dans le groupe de l'équipe de France en 2015, dans la poule qualificative, on se retrouve avec l'Italie, avec, je crois qu'il y a le Canada, il y a la Roumanie d'ailleurs, on l'a appris hier, l'Irlande et nous.
ben voilà, je pense que la France et l'Irlande devraient, sans trop de problèmes, sortir de ce groupe. Je vois mal l'Italie jouer les empêcheurs de tourner en rond dans cette poule. Bon, on aura le temps d'en reparler, Martin. Et oui, c'est sûr. Très bien, merci beaucoup Philippe pour cette analyse sur le tournoi des 6 nations à 1 an et demi maintenant hein, de la Coupe du Monde, hein, c'est cela. Absolument. Très bien, je crois que on a tout dit pour le tournoi des 6 nations. Philippe, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Bon, non, je crois qu'on a été vraiment complet. Maintenant, on attend avec impatience, malgré tout, le tournoi de l'an prochain, hein, qui sera le prélude de cette Coupe du Monde. Et oui. On verra un petit peu si mes analyses et en tous les cas mes perspectives sont justes. Mais je pense que pour l'année 2015, ce tournoi devrait être, à n'en pas douter, un petit frère de celui qu'on vient de laisser, c'est-à-dire avec une domination de ces 3 équipes, Irlande, Angleterre et Pays de Galles, avec pour l'équipe de France, en plus des déplacements un peu compliqués, que ce soit en Irlande ou en Angleterre, et ça facilitera d'autant moins la tâche des Français pour l'an prochain, ce qui sera quelques semaines de la Coupe du Monde. Mais bon, nous verrons, Martin. Et bien voilà, c'était donc le dernier mot concernant ce tournoi des 6 nations 2014, hein, Philippe. On va à présent passer à la Pro D2 avec des résultats, bien évidemment. Ce week-end a commencé par Colomiers qui jouait cet après-midi face à Tarbes et la victoire 19-9 de Tarbes. Une victoire des Tarbais qui poursuivent leur belle dynamique. On l'avait déjà souligné, on avait vu que ces Tarbais, petit à petit, commençaient à trouver presque un second souffle hein, dans ce championnat. Et finalement, ils se replacent dans les places, ou pas très loin, en tous les cas, des places qualificatives pour une montée en top 14. Donc, très très belle victoire, très importante victoire, en tous les cas, des Tarbais, qui leur permet de distancer les Columérins au classement et donc effectivement de pouvoir prétendre à jouer un rôle pour la remontée en top 14. Très belle victoire de Tarbes en tous les cas. Dax face à Pau et la victoire de Dax 11-10. Très importante victoire de Dax et très très embêtante défaite des Palois qui espéraient bien mieux que de ramener un point de bonus défensif. Et voilà, entre une équipe qui a énormément besoin de points, même s'ils sont pas dans la situation, on le verra tout à l'heure, Martin, d'un Carcassonne ou d'un Auch, mais en tous les cas, ils avaient, c'est à quoi besoin d'assurer des victoires à la maison, à domicile. Et pour les Palois, eh bien cette défaite est peut-être une défaite de trop pour jouer la première place et la montée directe en top 14. Bourg-en-Bresse face au Stade Rochelet, la victoire du Stade Rochelet 23-9. Ouais, une victoire logique, une victoire sans discussion possible pour des Stades Rochelais qui, semaine après semaine, se positionnent vraiment comme les dauphins du Loup. Quant à Bourg, on l'a déjà souligné, malgré tout leur courage et leur abnégation, c'est compliqué de résister à des grosses écuries de Pro D2 comme La Rochelle, comme le Loup. Donc une défaite sans point de bonus défensif, ça aurait été de toute façon compliqué pour Bourg. La fin de saison de toute façon sera à grappiller des victoires à domicile si possible et puis un petit point par-ci par-là. Mais clairement, nos amis de l'Ain vont devoir se battre jusqu'au bout, hein, c'est clair. Victoire d'Agen sur Aurillac 27-21. Et là, une victoire importante des Agenais qui leur permettent de prendre 4 points et de rester bien positionnés dans le haut du tableau. Quant aux Aurillacois, je crois que maintenant, ils vont finir la saison tranquillement, même s'il reste encore 9 matchs. Mais maintenant, ils ont à peu près perdu tout espoir de pouvoir jouer les premiers rôles. Ils sont pas menacés non plus par la descente. Voilà, pour Aurillac,
peut-être déjà de penser à la saison prochaine. Victoire de Béziers sur Albi, 28-8. Victoire très très importante pour Béziers face à un concurrent, je dirais direct dans les moyens classés, si je peux les appeler comme ça. Voilà, donc c'est le genre de match que les Victorois doivent pas laisser échapper à domicile. Et pour Albi, bien bon, petit coup d'arrêt. C'est vrai que ces dernières semaines, Albi nous avait montré qu'ils étaient capables de réussir des coups. Ça n'a pas été le cas sur les terres biterroises. Victoire de Bourgoin sur Mont-de-Marsan, 37-31. Belle victoire de Bourgoin. Là aussi, par rapport à un adversaire dans le ventre mou un petit peu de championnat. Ça permet à Bourgoin de rester positionné pas trop mal, maintenant un petit peu loin, je pense, pour pouvoir jouer la montée en top 14. En tous les cas, importante victoire et comme dirait un célèbre entraîneur de foot, pour tout le monde reconnaîtra, au moins il joue le maintien grâce à cette victoire. Tout à fait. Et puis Narbonne-Carcassonne, victoire de Narbonne 56-10. Alors à la fois une victoire ultra importante pour Narbonne, qui poursuit un petit peu à l'instar de Tarbes son excellente dynamique depuis maintenant plusieurs semaines, on l'a souligné, mais ils ont mis une véritable correction à Carcassonne, mais que d'inquiétude pour ces Carcassonnais qui, semaine après semaine, voient là maintenant le spectre de la Fédérale 1 se rapprocher et on sent cette équipe totalement dépassée, alors que, pour rappeler Martin, l'an dernier, Carcassonne était quand même dans une autre phase. Là, c'est compliqué pour eux, très très compliqué. Et là, cette défaite de plus de 50 points va certainement marquer au fer rouge un peu les joueurs et toute l'équipe. Très bien, Philippe. Et puis on termine par Auch face à Lyon. Et il y a actuellement 31-13 pour Lyon. 80e minute. Le match est en passe de se terminer là dans quelques secondes. Mais c'est donc une victoire de Lyon qui se profile, hein, Philippe. Oui, c'est une victoire de Lyon importante. Alors sur le terrain du dernier. Donc c'est vrai que un petit peu comme on vient de le souligner pour Carcassonne, pour Auch. Semaine après semaine, la Fédérale 1 se rapproche. Maintenant, recevoir le Loup, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que déjà au moins d'essayer d'accrocher le bonus défensif aurait été un bel exploit, mais là c'était quasi impossible de pouvoir faire tomber cette équipe du Loup qui, au passage, prend encore une fois un bonus offensif, qui leur permet de s'envoler encore un peu plus au classement et surtout de garder une distance plus que confortable vis-à-vis du second qui est le Stade Rochelet. Et au classement, donc, le Loup est premier, le Stade Rochelet second avec 76 points, Narbonne troisième, 71 points, Agen est quatrième avec ses 70 points, Pau cinquième, 68 points, ensuite on retrouve Tarbes, Bourgoin, Colomiers et Aurillac. Et puis dans le bas de classement, Albi est 13e avec 40 points, Bourg-en-Bresse 14e, 32 points, Carcassonne 15e et Auch 16e. Et le match vient de se terminer entre Auch et Lyon, victoire de Lyon 31 donc à 13. Voilà, Philippe, pour la Pro D2, peut-être quelque chose à rajouter au niveau de la Pro D2? Non, pour la Pro D2, je crois qu'on a été tout à fait complet. Je pense que la descente en Fédérale 1, elle se profile maintenant et risque de concerner ces trois équipes que sont Bourg, Carcassonne et Auch. Je pense qu'Albi a les moyens aujourd'hui de s'en sortir, même si avec ses 40 points, ils sont pas à l'abri. Donc peut-être éventuellement cette quatrième équipe. Quant en haut du tableau, je pense que le Loup, on l'a déjà souligné dernièrement, mais semaine après semaine, le Loup a quasiment un deuxième pied en top 14, puisque la première place qualifie automatiquement l'équipe en top 14. Et puis pour la seconde place, on voit que ça va rester très très ouvert,
avec La Rochelle, avec Narbonne, avec Agen, avec la section paloise, et puis en embuscade, Notarbé, dont je soulignais la performance tout à l'heure, pour peut-être jouer les troubles fêtes. Mais voilà ce qu'on peut dire. Il reste donc, je crois, alors on en est à la 7 journées, hein, ouais, c'est ça. On en est à la 23e journée. Il en reste 23e journée. Oui, oui. Sur 30, voilà, cette journée, c'est beaucoup et peu à la fois. Bon, on aura l'occasion de revenir sur tout ça dans les prochaines semaines, mais on ne va pas beaucoup se tromper en pronostiquant entre les descentes et les remontées les équipes que je viens de citer, Martin. Et puis voilà donc pour la Pro D2. Et puis pour clôturer cette émission, on va terminer par rapidement le top 14 avec la reprise, 22e journée qui commence le week-end prochain, avec vendredi soir à 20h45 le match qu'il ne faut pas rater. Les deux leaders du championnat s'affrontent, Clermont-Toulon, 20h45, vendredi 21 mars 2014. Autant dire que ça promet, ce match. Ah, ce match va promettre, car, comme j'avais déjà souligné, je suis persuadé que les Toulonnais vont venir pour gagner, ça très très clairement. Ah, clairement, oui. Même si vous verrez pendant la semaine, Martin, je suis prêt à mettre mon chapeau sur la table, mais je suis absolument certain que les Boudjelal et Laporte vont dire que ce match n'est pas très important pour eux, que ça va leur permettre de préparer les prochaines échéances européennes et que finalement ils y vont plus pour s'étalonner que pour gagner. Je peux vous dire, et vous pouvez me faire confiance là-dessus, Toulon va à Clermont pour gagner. Donc c'est vrai, et Clermont a évidemment intérêt de l'emporter, car ils ont une fin de saison assez compliquée, avec des déplacements et des réceptions de grosses équipes. Donc c'est vrai, un super match qui nous attend. Et vous faites bien de me parler du top 14, Martin, car pendant la semaine, il y a quand même eu un match entre Biarritz et Oyonnax. Et c'est Oyonnax qui a été gagné sur le terrain des Biarros. Les pauvres Biarros qui boivent le calice jusqu'à la lie. Bon, de toute façon, on avait déjà souligné le fait que maintenant, tout espoir a été quasiment envolé. Oui, ils sont 14e, 23 points. Maintenant 14e avec un retard. Mais pour Oyo, c'était hyper important de gagner, parce qu'au niveau du classement, Oyonnax est pas du tout encore descendu en Pro D2. Ils sont 13e avec 39 points. Exactement, Martin. Et un match encore à jouer contre Bordeaux-Bègles à Oyo. 9e. On sait que sur leur terrain, ils sont pas faciles à prendre. Et Martin, pourquoi je souligne ça? Parce que si Oyonnax gagne, même sans le bonus offensif, il le pourrait passer Perpignan, Martin. Et ce serait Perpignan qui, pour la première fois, pourrait se retrouver 13e et donc en position de relégation. Et là, je peux vous dire que je pense que ça commence à poser de sacrés problèmes à nos amis catalans, et surtout commence à vivre un petit peu un cauchemar, car on n'aurait jamais pu imaginer que Perpignan pouvait se retrouver en si mauvaise posture. Mais force est de constater que pour les Perpignanais, ça peut sentir le roussi fortement. Donc un top 14 effectivement qui reprend avec plein de suspense encore jusqu'à la fin. Autant dire qu'on va vivre une magnifique semaine et des belles semaines qui nous attendent, donc des belles journées pour le top 14. Les autres matchs, c'est Stade Français Toulouse, Perpignan Biarritz, Castres Brive, Oyonnax Montpellier, Bayonne Bordeaux et Grenoble Racing. De belles affiches donc pour cette 22e journée de top 14. Le top 14 qui reprend après 3 bonnes semaines de pause. Exactement, Martin. Et puis, juste avant de clôturer l'émission, j'ai quand même oublié, et ça va nous mettre un peu de baume au cœur au niveau international, j'ai quand même oublié 2 faits très très importants. Le premier, c'est le grand chelem réalisé par les Bleuets, par les
dans le tournoi destination des moins de 21 ou des moins de 20, je sais plus exactement, mais enfin donc les jeunes, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quand même une relève. Souvent on oublie que en France on a, c'est vrai qu'on fait venir beaucoup d'étrangers, mais on a des clubs formateurs qui sont très très bons. Je pense à Toulouse, je pense à Perpignan, d'ailleurs on le citait, je pense à Clermont bien évidemment. Donc cette victoire des jeunes dans le tournoi destination, ça fait du bien, surtout avec assorti d'un grand chelem. Et puis les féminines, Martin, qui elles aussi ont réussi l'exploit de réaliser le grand chelem en battant l'équipe d'Irlande également. Donc bravo à ces deux équipes de France, car il et elles méritaient de ne pas être oubliées dans ce récapitulatif global de ce week-end. Voilà, comme ça on pourra pas dire qu'on n'a pas été complet. On a été plus que complet ce soir. Et c'est bien, on avait le temps. Ça nous a permis de faire le point tournoi destination, top 14 et Pro D2. Voilà Philippe. Merci beaucoup encore une fois pour votre participation à l'émission. Et puis eh bien peut-être à dimanche prochain pour du top 14 et de la Pro D2. Avec plaisir Martin. Très bonne semaine. Bonne semaine à tous.